Toutes ces cultures à part, attention. Ah, mais j'ai pas vu qu'il y a. Ça, il m'a mis bien. Donc, je sais pas, on a parlé, c'est pas au courant. Je pense qu'il veut péter. Ils m'ont perturbé, ces bonhommes-là. Ils se sont pointés dans l'émission. Bonsoir à toutes et à tous. Regardez les deux surprises qu'ils nous font. Comment ça va, quels sont ces grésillements, ces bruits de fond là, très désagréables? Et vous avez la même coupe de cheveux, les gars. C'est maintenant que tu remarques. Ah, eh ben, elle est belle, la France. Elle est belle, ouais, c'est clair. Elle est belle, l'Alsace, oui. Bon, L'Alsace, terre de gastronomie. C'est ça. Bonsoir à toutes et à tous. On est de retour pour une petite émission pour le débriefing du match contre Copenhague. Alors, on était censé être 3. On était censé être 3, on se retrouve à 5. Voilà, c'est de l'imprévu. Nickel. C'est du direct. Donc ah bon voilà. Et après c'est moi qui dis qui suis bourré des fois. Donc bon Franck, comment ça va? Très bien. On va leur pourrir le space ou pas? Non. Désolé, je voulais juste faire un passage. Ouais, voilà. Je voulais pas pourrir parce que je sais vous allez faire une émission sérieuse, donc on va. Vous êtes des gens sérieux. Oui, monsieur le président. Et Kylian, sois gentil avec Guirassi. Ah ben oui, je vais. Écoute l'émission, ouais. Dès qu'on a fini de manger. Voilà. Mais on va vous laisser, on voulait juste vous faire un coup, bon space. C'est gentil. Ok. Parce que je sens qu'il va être de qualité, nous on le regardera plus tard. Donc merci les amis, bien le bonjour d'Alsace et bon space à tous. Hein. Et à la vôtre. Allez, voilà. Salut les gars. Allez, ciao. Bon, du coup, on va commencer l'émission tous les 3. Donc, du coup, comment tu vas, Vincent? Salut Maxime, salut Kylian. Écoute, nickel, hein, super. Je sors du travail et là, exprès pour vous, pour nous et pour le club, spécial space dans ma voiture. Voilà, direct de la voiture. Et on a aussi, du coup, Kylian à nos côtés. Salut Kylian. Salut, mais ils vont rester là, eux, éternellement avec... Ah non, pardon, ils viennent de partir. Ok, pardon. Non, c'est bon, je les ai bannis. Oui, bonsoir. Et écoute, de mon côté, on est sous des conditions météorologiques délicates. Voilà, ça souffle très très fort sur la côte atlantique. Donc peut-être que les lumières et que les plombs vont sauter à un moment donné, mais en tout cas, moi, je suis habillé en conséquence. Voilà, pensez à tous ceux qui sont comme moi sous des rafales de vent et des trompes d'eau. C'est délicat à l'extérieur en ce moment. C'est ça. Donc vous êtes en pleine tempête dans l'ouest. Donc voilà, on va croiser les doigts qu'il n'y a pas trop de dégâts et que l'électricité reste au moins pendant toute la soirée. On va partir sur le vif du sujet. Donc, petit programme, on parle du débrief du match contre le FC Copenhague et on parlera du prochain adversaire qui a lieu samedi contre Köln. Donc, un match entre deux équipes amies. On va entamer directement la victoire du coup 4-2 face à Copenhague. On va partir sur la composition d'équipe dans un premier temps, parce que je pense qu'elle fera un peu parler. Et Vincent, on en avait déjà un peu parlé tous les deux, mais c'est vrai qu'on s'attendait à certains joueurs qu'on n'a pas vus dès le début. Au niveau de l'équipe, donc du coup, toujours Kobel dans les buts. Dans l'axe, Ben Sebaini, Schlotti, Anton. À gauche, toujours le Svensson. À droite, du coup, on a choisi Couteau. Dans le milieu de terrain, Nmecha, Bellingham. Et à la pointe de l'attaque, toujours Guirassy. Côté gauche, Bayer. Et côté droit, Brandt, capitaine. Vincent, du coup, l'avis sur cette compo qui a fait beaucoup parler quand même. Écoute, on en revient encore une fois un petit peu comme à chaque live qu'on fait. Moi, j'ai été un petit peu encore une fois surpris par la composition, en sachant que je m'attendais à voir déjà Fabio Silva titulaire.
parce qu'on avait l'impression, alors je sais pas si c'était des rumeurs concrètes ou quoi, mais on avait l'impression que Fabio Silva allait commencer dans le 11 de départ. Alors, c'était pas le cas. On nous a encore une fois mis Bayer. Bayer, bon, je pense qu'il insiste un petit peu avec lui. Je sais pas trop pourquoi, parce que bon, ben, les dernières prestations, comme on a pu encore le voir hier, elles étaient pas du tout convaincantes. En tout cas, pour moi. Bellingham, encore une fois titulaire, ben là, bon, on en reviendra plus tard pour la première mi-temps avec le match qu'il a fait. Du coup, il m'a un petit peu fermé la bouche sur ce match-là, mais bon, je m'attendais pas du tout à le voir commencer. Et Chukwuemeka, je pensais également qu'il allait commencer, ne serait-ce que pour le match-là, et c'était pas le cas. Après, voilà la défense basique de base et le milieu de terrain avec Bellingham et aidez-moi, Nmecha qui a été stratosphérique, qui a été moi qui m'a vraiment bien plu. Ouais, carrément. De toute façon, on en va en reparler justement juste après. Toi, Kylian, du coup, tu t'attendais à ce genre de compo d'équipe ou pareil, tu aurais vu plus un Choupo-Meka, un Silva sur cette confrontation? Je sais pas si je m'y attendais, mais j'espérais en tout cas. J'espérais une équipe qui ressemble à ça, où tu mets les joueurs qui ont pas nécessairement besoin de temps de jeu, parce que Bayer, Brandt, le temps de jeu, ils l'ont, hein, mais qui ont besoin de retrouver une confiance en fait. Moi, je trouvais que c'était le match parfait pour mettre toutes ces personnes que tu veux garder concernées jusqu'à au moins le mois de janvier et qui sont en proie au doute et qui ont besoin de retrouver des certitudes. Je trouvais que c'était le match absolument parfait pour ça, notamment Bellingham, plus que les autres. Après son erreur contre le Bayern, c'est un jeune joueur. Tu sais pas les conséquences que ça peut avoir dans l'esprit d'un garçon comme ça qui fait pression pour jouer. Il joue contre le Bayern, il coûte un but, c'est assez dramatique. C'est très très intelligent de du coup le faire jouer là maintenant en direct. On passe directement à autre chose, mon garçon. Il a été super fort. Et ensuite, bon, le duo Brandt-Bayer, c'est deux joueurs qui sont sur la pente descendante. Malheureusement pour eux, les changements à l'heure de jeu parlent encore plus en leur défaveur et appuient encore plus là où le bas blesse. Mais je trouve que la composition de Kovac est très humaine en fait, dans la façon de gérer les égos, dans la façon de gérer les temps de jeu. Je trouve ça très intéressant point de vue tactique et point de vue humain aussi. Par contre, ce qu'on peut noter, c'est que dans toute cette démarche de donner du temps de jeu à des joueurs qui sont dans le doute actuellement face à une équipe faible, faible, pas si faible que ça d'ailleurs, on en reparlera, mais en tout cas faible dans ce que tu pouvais appréhender de ce match, on a remarqué que Zule était pas du tout concerné, quoi. Zule, c'est encore l'étape d'après, c'est-à-dire qu'il est loin, du coup, je pense, quand même, dans la tête de Kovac. Et après, bon, il y a toujours ce duel Ruerson-Couteau sur le côté. Effectivement, je pense que c'était plus un match Couteau que Ruerson. Et puis, Ruerson a laissé aussi quelques plumes à Munich. Donc, je donne encore un 10 sur 10, en fait, au choix de Kovac, même si ils n'ont pas été validés sur le terrain, parce que voilà, il y a des joueurs qui n'ont pas été bons. Mais dans l'approche initiale des 11 gars que tu mets sur le terrain, franchement, je suis encore une fois et de plus en plus et de semaine en semaine d'accord avec ce que met en place ce garçon. Donc j'ai été très content de voir ces 11-là. Ouais. Ok, donc oui, c'est vrai que la compo était cohérente. Après, c'est vrai qu'on aurait peut-être vu vouloir un peu voir Silva plus longtemps sur le terrain et faire souffler un peu Guirassy qui est quand même un peu un cran en dessous au niveau des prestations. Peut-être aussi un Choupo-Meka aurait mérité d'entamer ce genre de rencontre. Bon, après, on le sait, on va enchaîner des matchs tous les 3 jours là, sur 2 semaines. Tout le monde aura ses occasions, tout le monde aura du temps de jeu. Donc voilà, donc on a Thomas qui nous fait un coucou et qui dit Kovac essaye de créer un groupe soudé, c'est beau à voir et ça paye. C'est vrai que complètement.
que le groupe est uni. Et même, on le voit dans les célébrations des buts ou après match, c'est vraiment une équipe qui reste ensemble et il n'y en a pas un qui part à gauche ou à droite. Donc, pour le moment, c'est validé de son côté avec Kovac. Ça réussit en tout cas. Ce qu'on va faire, on va faire comme on fait à chaque fois. On va diviser le match en deux, première mi-temps et deuxième mi-temps. Première mi-temps, dans un premier temps où Dortmund fait un peu du Dortmund comme il a fait un peu au Bayern, mais en mieux quand même. Mais on va dire quand même, il y a eu quand même 10-15 premières minutes qui ont été très compliquées où Copenhague a bien défendu, a bien poussé aussi offensivement. Et c'était un peu moins laborieux par la suite. Vincent, pour te laisser la parole sur cette première période, qu'est-ce que tu en as pensé? Après le but de Nmecha, qui est magnifique d'ailleurs au passage, un pétard qui m'a fait halluciner quand même. Je m'attendais quand même à avoir une grosse réaction de la part de cette équipe danoise, donc parce que bon, pour les avoir déjà vus jouer, c'est une équipe qui ne se laisse pas faire. D'accord. Après, je veux dire, on repart. On part. La première mi-temps qui se termine sur le score de 1 but partout. Bon, moi personnellement, je ne m'attendais pas à ce score non plus, mais par contre, je m'attendais effectivement à une équipe de Copenhague qui lâche pas. Mais j'ai quand même été assez surpris, encore une fois, malgré la prestation qui aurait pu être largement au-dessus de la part de nos joueurs, j'ai quand même été assez surpris de voir une équipe autant intensive par rapport au match qu'on a fait contre le Bayern. Ouais, c'est vrai. Après, je vais noter quelques petits mots aussi. Il y avait quand même beaucoup d'erreurs grotesques sur des passes, sur des imprécisions, un peu maladroit également sur la dernière passe. C'est vrai qu'on essayait de dribbler un peu toute cette défense juste devant le but et on l'a vu et on en a déjà parlé dans différentes émissions. Quand on met des pétards de loin et quand surtout c'est Nmecha, ça fonctionne et ça fonctionne quasiment 2 fois parce qu'en seconde période il met aussi un but je crois en dehors de la surface où c'est vraiment limite, mais voilà, on sait que c'est des équipes qui vont faire bloc, qui vont rester basses et qui vont nous poser des problèmes. On a vu que même les centres et les jeux de tête ça fonctionnait pas. Bon, en tout cas ils avaient du mal à lever les centres un peu, mais assez compliqué. Du coup, Kylian, toi, première période? Honnêtement, première période, on a vu une équipe qui joue au foot, quoi. Je parle de Copenhague, pardon. On décrit un peu une équipe en crise, qui se cherchait même un système tactique qui était sûr de plus ou moins rien. Ton émission... Pardon. Ah, bon. Le vent, pardon, le vent est dans ma maison aussi. Parce que j'ai écouté ton émission avec Luc qui était super. Voilà, il était sûr de rien. Franchement, moi j'ai trouvé qu'à Copenhague c'était fluide, quoi. Il y avait des jeux de combinaison hyper intéressants. Le fait qu'à la mi-temps tu arrives à 9 tirs à 2 pour Copenhague, ça décrit que la première période était beaucoup plus serrée que ce qu'on pouvait imaginer, parce qu'après dans les autres statistiques, Dortmund est quand même là largement devant sur ces 360 passes contre 180. La possession, même, je crois que c'est 65-35 à la mi-temps, un truc comme ça. Mais dès qu'il s'agissait de se déployer, d'aller vers l'avant et de utiliser les espaces laissés dans le dos par Svensson, par Couteau, à Copenhague, ça joue au foot, quoi. Le but, typiquement, il est grotesque. Hein. Le but, il est complètement grotesque. Encore une fois, on prend un but absurde. J'ai du mal à incriminer Ben Sebaini, j'ai du mal à incriminer Anton. C'est ridicule, ouais, c'est ça. C'est complètement ridicule le but qu'on prend. Ouais. Par contre, ouais, le but de Mecha, encore, c'est fou parce que Maxime, quand même, faut que je te dise un truc, mais je trouve que dans l'analyse du foot, c'est très difficile de s'approprier
qu'un joueur, un geste, tu vois. Mais maintenant, moi, dès qu'un mec marque en dehors de la surface, moi, je pense à toi parce que c'est toi qui as été le premier à le relever, en tout cas dans cette émission, cette absence d'audace de frapper d'en dehors et de cette volonté de toujours vouloir rentrer dans le but. Et Mecha, à chaque fois, Adeyemi l'a fait aussi, mais prouve que bah, si tu tentes, t'es potentiellement récompensé. Le but est très beau, effectivement, mais tu reviens à la mi-temps un partout. Franchement, sur ce qu'a montré Copenhague, je trouve pas que c'est démérité, quoi. Même si voilà le but qu'il marque, enfin qu'il ne marque pas plutôt, euh, c'est de l'ordre du cartoon. À la mi-temps, s'il y a un partout, je trouve pas ça plus choquant que ça, quoi. Ouais, c'est clair. On Bon, est bien d'accord. Ouais. c'est quoi ouais, c'était mérité parce que 15 premières minutes compliquées. Après 15-30 jusqu'à la 30e, c'est nous. Et après, avec cette égalisation, on les remet un peu dans le droit chemin et ils repartent un peu de l'avant jusqu'à la mi-temps. Donc ouais, bon, après, on notera quand même le but de Copenhague qui est à l'origine de Moukoko. C'est lui qui frappe, même si ça rebondit sur tout le monde. Mais ouais, voilà, vraiment 45 premières minutes mitigées. En tout cas, on peut pas dire que c'est du bon et qu'il y a du mauvais, mais un match nul était entièrement mérité pour les deux équipes. Quelqu'un veut rajouter un petit truc sur la première mi-temps ou sinon on enchaîne direct avec la seconde? Eh ben, sur l'évaluation individuelle, à la mi-temps, moi je trouve que Schlotterbeck fait pas un bon match. Et ça me Ouais. fait bizarre de le dire, parce que c'est quand même pas commun. Schlotterbeck, c'était compliqué, quoi. Hein. Honnêtement, derrière, s'il n'y a pas Ben Sebaini et Anton pour tenir la baraque, et après les chiffres le poussent, et sur 90 minutes, c'est encore plus flagrant. Schlotterbeck, c'était fébrile, hein. Et d'ailleurs, si Moukoko fait un bon match, parce que franchement, il a été bon, hein, Moukoko. Non, on va en C'est parler juste que après, ouais. c'est qu'il était au contact direct de Schlotterbeck. Pour moi, la différence de niveau entre les deux, elle est abyssale. Aujourd'hui, Moukoko, il doit rentrer dans la poche de Schlotterbeck tous les jours. Ça n'a pas été aussi simple que ça pour lui. Et puis après, les gars, le match de Bayer, quoi. La mi-temps de Bayer, c'est. Mais bon, comme ça, c'est poursuivi après, même en seconde période. Je préfère garder tout ça sur la vie globale qu'on donnera de la seconde période. Sur la seconde, ouais. Ouais, c'est vrai que Bayer, c'est toujours, ça continue à toujours être compliqué. Et bon, Kovac insiste pardon, avec lui, mais bon, je pense que ça devrait bientôt cesser au vu de la rentrée de Fabio Silva en seconde période et ce qu'il a montré. On va partir du coup sur la seconde période qui était quand même plus de qualité, moins d'erreurs, un peu plus de concentration, une nette amélioration de la maîtrise du jeu. C'est ce que j'ai noté un peu pour cette seconde période. Vincent, toi, du coup, sur la deuxième partie jusqu'à la fin du match? Eh ben, écoute, une deuxième mi-temps qui était déjà beaucoup plus intéressante. Alors, pas moins soporifique, parce que la première mi-temps, elle était quand même belle à regarder. Hein. C'était juste qu'on on n'avait pas vraiment la maîtrise de notre Borussia Dortmund hein, qu'on connaît à l'heure actuelle. Enfin, des années précédentes, on va dire. Mais disons que je me suis un peu plus régalé. Mais par contre, effectivement, là où je rejoins encore une fois Kylian, l'ensemble du match de Maximilian Bayer, je pense que maintenant, comme je te l'ai aussi dit, il va falloir commencer maintenant vraiment à instaurer une hiérarchie dans cette équipe. En tout cas, au niveau des titularisations, parce que Bayer, je sais pas trop à quoi il sert. Dès qu'il a le ballon dans les pieds, ça tricote et pour pas grand chose, d'accord. Après, on a eu également du coup Bellingham qui a fait un super beau match. Il m'a un peu plus impressionné que d'habitude. Ben Sebaini qui retape encore une fois un penalty et qui a fait dans l'ensemble un super beau match. Ensuite, on a notre Nmecha qui va claquer son deuxième. Hein, et il a été élu homme du match et c'est largement mérité. Et je pense que lui,
il est pas prêt de laisser sa place de titulaire. En tout cas, moi, ça m'étonnerait. Et du coup, la fameuse entrée qu'on attendait, hein, la fameuse entrée de Fabio Silva, qui a apporté un petit peu plus de, je trouve, qui a fait un petit peu plus, je sais pas comment expliquer. J'aime bien ce profil de joueur. Il a porté un peu plus de fête dans l'attaque et ça a été récompensé par son but. Et j'ai été vraiment heureux de le voir entrer, de le voir marquer. Et bravo à lui. Et bravo à l'équipe de Dortmund de nous avoir apporté ces 3 points. Ouais, carrément. On en parlera justement après de la rentrée de Fabio Silva, mais belle rentrée de sa part. C'est vrai que le penalty, bon, quand j'ai vu le penalty, j'ai fait aïe aïe aïe, ça va jaser. Mais au final, Ben Sebaini, voilà, tout serein marque ce penalty normal. Voilà, donc le même que face à la Juve d'ailleurs. Ouais, c'est ça, il fait la même chose. Et après, voilà, il a tiré comme il fallait. Il y a une hiérarchie qui a été mise en place. Et voilà, Ben Sebaini est le tireur actuel, parce que j'ai vu plein de trucs sur Twitter où il y en a certains, ils ont perdu leur ticket de paris sportifs parce qu'ils voyaient Guirassy marquer et Ben Sebaini se faisait insulter. C'est encore du grand n'importe quoi par rapport à ça. Moi, je voulais revenir sur une chose avant de te donner la parole, Kylian. C'est vers la 68e, il y a Ben Sebaini qui fait un tacle sur Moukoko dans la phase de réparation. Il y a penalty. On est d'accord qu'il y a clairement penalty. Oui. J'ai re-regardé 10 fois la ralenti là. Je Oui. comprends. Alors, tant mieux pour nous, mais ça aurait été de l'autre côté, on aurait crié au scandale. Mais sur le ralenti, on le voit bien qu'il touche que le pied et le ballon, il le touche que après, je crois, le ballon. T'es d'accord, Kylian? Et comme ça, je te laisse la parole pour la seconde période. Là, il y a penalty et il y a jaune. Franchement, Copenhague a de quoi être en colère parce que juste avant, le penalty, il est sifflé pour Dortmund sur une action que honnêtement, moi, je comprends pas tout de suite parce que je crois que personne la comprend trop en fait sur le terrain. Qu'est-ce qui est sifflé, qu'est-ce qui est pas sifflé? Copenhague ne gueule pas. Anton lève le bras et demande une main. Le commentateur français annonce ce penalty pour faute de main, dû peut-être au comportement d'Anton aussi. Sur le ralenti, il n'y a pas main du tout. Le mec, il touche de l'arrière de la nuque le ballon. Donc je me suis dit putain, ok, bon penalty parce que l'arbitre a parié sur Dortmund. Donc penalty pour Dortmund. Et quelques minutes après, ouais, Ben Sebaini, pourtant on a loué ses qualités de tacle glissé. D'ailleurs, il en fait un autre un peu avant. Je crois que c'est aussi sur Moukoko qui est parfait dans la surface aussi. Mais non, là il y a 100% penalty. Copenhague a de quoi vraiment se plaindre cette fois-ci. Même pas de VAR, sachant que moi je considère que la VAR c'est une grande aide au football pour limiter les injustices. Pas de VAR sur ça. Bon, franchement, c'est pénible. Et donc, pour en revenir au penalty sifflé pour Dortmund, en fait, en re-regardant après, c'est pas du tout la main qui a été sanctionnée, pas du tout, parce que en gros, tu peux te référer à qui l'arbitre donne le jaune. Et en fait, il donne le jaune à Laurager, qui est pas du tout le joueur au contact d'Anton, mais qui est le joueur au contact de Guirassy. Et c'est vrai qu'il a une attitude qui est pas naturelle pour un défenseur. Il lui arrache presque le maillot, Guirassy tombe. Finalement, du coup, j'étais plutôt d'accord. Ouais, il y a sans doute penalty pour Dortmund. Il y a sans doute jaune pour le Rager qui le prend. Par contre, Ben Sebaini, tous les jours, il doit coûter ce penalty-là sur Moukoko, quoi. Je pense. Oui, carrément. C'est clair que quand on revoit les images, c'est vrai qu'on ne comprend pas comment cette VAR n'a pas pu être mise en place par rapport à ça. Donc, bon, après, tant mieux pour nous. On ne va pas se plaindre parce que je crois qu'on est sur un score de 2-1 à ce moment-là. S'il y a penalty, il y a l'occasion de revenir à 2-2. Donc, toute la structure du match peut changer. Mais j'avais quand même, excuse-moi, j'avais quand même eu l'impression après la réaction, d'après ce que j'ai vu de la réaction de l'arbitre, qu'il était pas très sûr de son choix, par contre.
D'accord. Ouais, mais il est pas. Ouais, c'est vrai, mais il est pas appelé par la VAR. Je trouve pas ça. Je trouve pas ça normal, moi, pour le coup. Non, ouais, C'est ça qui m'interroge en fait. Non, c'est vrai que c'est un peu incompréhensible ce choix. Après, c'est comme ça a été fait. Tant mieux pour nous, on va dire cette fois-ci. Et dommage pour Copenhague. Et comme tu l'as dit, Kylian, on peut comprendre qu'à Copenhague, ça râle par rapport à ça. Du coup, sur la seconde période, Kylian, ton petit avis? Bah, sur la seconde période, en fait, le vrai fait marquant de la seconde période, c'est qu'à la 62e, Kovac, il fait 3 changements. Et il fait 3 changements qui sont décisifs pour le match parce qu'en réalité, de la 45e à la 62e, le match, il est un peu léthargique. Hein. Il se passe vraiment pas grand-chose. D'un coup, tu as Chukwuemeka qui remplace Brandt, Silva qui remplace Bayer, et même Ruerzon qui remplace Couteau. Hein. Ça change le match. Pour moi, ça métamorphose le match parce que du coup, je vais pouvoir passer un peu à mon évaluation individuelle. Alors, j'ai déjà parlé de Schlotterbeck, je trouve qu'il s'est pas beaucoup plus amélioré que ça en seconde mi-temps. Je trouve que c'est vraiment pas un bon match pour Schlotterbeck pour le coup. Anton Bensebaini, moi, je comprends que tu leur tombes un petit peu dessus pour le penalty parce que c'est les deux qui sont directement dans la pardon, pour le but contre son camp, pardon. Je comprends que tu leur tombes dessus parce que c'est les deux qui sont directement dans la situation. Dans la réalité, je trouve que Anton, il a quasiment tenu la baraque à lui tout seul derrière. Franchement, je l'ai trouvé très, très, très bon dans les interceptions et dans les duels, notamment au sol. Bensebaini, c'était un peu l'inverse, c'est surtout dans les airs. Le jeu de tête de Bensebaini sur les corners défensifs et tout. Rien à dire. Le penalty, il le tire, mais la technique de tir de Bensebaini, c'est quand même impressionnant. Hein, de tir de penalty, c'est vraiment un fin technicien dans ce domaine-là. C'est très Lewandowskisk finalement, tu vois. C'est Bensebainisk du coup. Il en est à 12 sur 12 en carrière. C'est assez phénoménal. C'est un cercle très fermé hein, de personnes qui sont à 100% comme ça, qui n'ont jamais raté de penalty en carrière. Alors l'échantillon n'est pas fou, mais c'est quand même remarquable, je trouve. Ensuite, le double pivot Mecha-Bellingham, c'est pour moi la victoire de la soirée. D'avoir un Mecha taille patron, on l'avait déjà vu. Mecha homme du match, on l'a déjà vu. Mecha qui claque un doublé de 2 frappes en dehors de la surface. Pas sûr qu'on l'ait déjà vu, mais en tout cas, on sait qu'il est capable de le faire. Les 2 buts sont fantastiques. Franchement, c'est lui qui a apporté l'équipe hier. Et Bellingham à côté, c'est rassurant. Franchement, c'est rassurant. Alors après, voilà, l'opposition en face était moindre, parce que on a vu Mecha face au Bayern, par exemple, dès qu'il y a un peu plus d'intensité, un plan de jeu un peu plus rapide, bah, il est un peu moins présent. Mais Bellingham, je trouve qu'il s'est pas caché, loin de là. D'ailleurs, les statisticiens UEFA lui accordent 2 passes décisives parce que, alors il y en a une sûre, mais sur le but de Silva à la fin, c'est lui qui contre le ballon qui emmène à la volée de Silva. Donc 2 passes D quand même hein, pour Bellingham. Franchement, ça compte pour la confiance. Alors de là à mettre en concurrence Sabitzer, je sais pas, peut-être. Et pourquoi pas en fait, quand tu vois qu'on va affronter Cologne samedi. Moi, je suis pour que à des postes clés, la conversation soit ouverte. Maintenant, Couteau Svensson, moi, je les ai trouvés pas très bons et souvent, j'étais en désaccord en fait avec le commentateur Canal. Comme quoi, tu vois, il y a des centaines de façons d'analyser le foot, de l'appréhender. On a tous notre façon à nous. Moi, j'aimerais bien savoir sa façon à lui parce que quand Couteau sort, il dit ouais, match génial de Couteau, tout ça. Pardon, Couteau, il rate tout ce qu'il entreprend dans le match. Il y a 7 centres, il n'y en a pas un qui trouve un joueur de Dortmund. Je suis pas du tout anti-Couteau. Je suis plutôt satisfait de ce qu'il fait depuis le début de la saison. Mais sur ce match-là, il y a beaucoup de déchets. Franchement, c'est très, très, très moyen. Tu peux presque dire la même chose de Svensson de l'autre côté. La différence entre les deux, c'est que Svensson, il a pour lui l'abattage sur 90 minutes qui est vraiment fantastique. Je compte même plus les matchs. Moi, j'ai arrêté de compter les matchs pour Svensson. Mais il les joue tous depuis février, 90 minutes. Et à chaque fois, il est lessivé à la fin. Et 3 jours plus tard, il remet ça. C'est quand même assez phénoménal. Hein, un niveau d'intensité qui
qui est aussi prononcée que ça. Donc, il n'a pas été en réussite. Je suis pas vraiment convaincu qu'il fasse un bon match. Mais bon, tu lui reconnais quand même que courir 13 km tous les 3 jours, ouais, franchement, moi, je suis quand même impressionné par l'abattage de ce garçon et je crois que l'Europe est en train de le remarquer. C'est justifié. Il en parle un peu en conférence de presse, que c'est lui qui est aux côtés de Kovac, et c'est vrai qu'on lui pose la question comment il fait pour être physiquement toujours prêt, et se dit des fois il est fatigué quand même, mais il y va quand même, il fait ses 13 km, donc après c'est bien, faut juste qu'il faudra faire attention, il ne faut pas qu'à un moment ça claque, quoi. C'est que enchaîner comme ça tous les 3 jours, après le souci, c'est, on en a déjà parlé, c'est la question, c'est qui mettre à gauche. Bon, tu as Ben Sebaini qui pourrait y jouer, mais Ben Sebaini est largement meilleur en ce moment dans l'axe, donc c'est un peu problématique. Je te laisse continuer, Kylian, sur les joueurs. Alors, le seul truc positif un peu avec le temps de jeu de Svensson sur ces 9 derniers mois, c'est qu'avec la Suède au dernier rassemblement, il n'a pas beaucoup joué. Premier match, il était sur le banc et je crois qu'il joue que 10 minutes. Donc, quand j'ai vu ça, j'ai pas vu le match de la Suède, mais ça m'a fait plaisir, honnêtement, de le voir sur le banc, quoi, ce mec un peu de repos. Et après, le deuxième match qu'il joue, il est titulaire, mais il joue comme milieu relayeur. On le rappelle, c'est son poste de formation. Hein. Il est formé milieu relayeur, Svensson. Donc, moins de courses, moins d'allers-retours, tout ça. Donc, moins intense qu'avec ce qu'il fait à Dortmund, en tout cas. Avant de parler des deux autres, moi, je vais montrer quand même patte blanche pour Guirassy, parce que Guirassy, je trouve qu'il fait un super match. Et franchement, ça fait plaisir de dire que Guirassy fait un super match alors qu'il n'a pas marqué et qu'il n'a pas été décisif, je crois. Hein. Pas de passe D, rien du tout. Non. Pour autant, je trouve qu'il fait un top match dans beaucoup de domaines, dans la distribution, dans la conservation de balles, mais aussi dans la façon de déclencher le pressing dans l'axe. Premier défenseur, premier déclencheur de pressing. Franchement, c'est tout ce que je lui ai reproché il y a quelques jours. Hein. Mais littéralement quelques jours. Je disais que Guirassy n'existait que par ses stats, que par ses buts et par rien d'autre, et que c'était plus un problème pour l'équipe qu'une solution. Ben là, franchement, en 90 minutes, j'ai adoré ce que j'ai vu de Guirassy. Évidemment, il marque pas, et donc quand un buteur marque pas, est-ce qu'il fait forcément un mauvais match? Moi, je trouve pas. Franchement, Guirassy, sur le front de l'attaque, quand tu es entouré en plus de ce Bayer et de ce Brandt-là, et ça s'est vu d'ailleurs après les changements, il a été encore plus fort. J'ai adoré. Super match de Guirassy. Et penalty, il vient pas casser les couilles parce que voilà, la hiérarchie, elle est établie. J'ai beaucoup aimé, moi, ce que j'ai vu. Et donc, restent les deux coquins, les deux filous, Bayer et Brandt. Je sais pas si ce match-là est un match tournant, mais tu es obligé quand même de te dire qu'à l'heure de jeu, tu remplaces les deux et tu fais rentrer leurs deux concurrents directs et le match, il se transforme. Forcément que il y a des questions qui commencent à se poser de moins en moins. Parce que concrètement, pour ces deux postes-là, il y a 5 gars. Je crois que Bayer et Brandt, ça doit être les options numéro 4 et numéro 5 si les 3 autres sont en forme, quoi, parce que Bayer, c'est vraiment pas bon. Je commence à croire de plus en plus que la saison dernière, qui était déjà pas bonne, en fait, mais je laisse toujours 1 an, parce que le temps d'adaptation, j'y crois, le changement d'environnement, parfois changement de langue, changement de pays, tout ça, j'y crois vraiment. Mais Bayer, il a quand même des circonstances un petit peu plus aggravantes, parce que pour lui, il n'y a pas de changement de langue, il n'y a pas de changement de pays. Si Brentford est toujours chaud de mettre 70 millions sur lui, je sais, peut-être que tu y réfléchis. Brandt, il fait pas un match si catastrophique que ça, mais il est trop transparent et quand tu vois ce que fait Chukwuemeka dès qu'il rentre, Chukwuemeka, c'est le mec qui, en 30 minutes, réussit le plus de dribbles de l'équipe. Ouais. Et c'est le mec qui touche aussi le plus de ballons dans la surface de l'équipe. Mm. Donc, pour moi, il y a des choses qui sont évidentes au terme de ce match-là. Alors, Adeyemi n'a pas joué du tout. Non. Pour moi, c'est justifié parce que contre Leipzig, c'était pas bon. Contre le Bayern, c'était pas bon. Et avec l'Allemagne, il fait un match contre le Luxembourg
il est pas bon. Faut le faire quand même. Hein. Pour pas être bon avec l'Allemagne contre le Luxembourg, bah, lui, il l'a fait. Et contre l'Irlande du Nord, c'était pas bon non plus. Ça commence à faire une mauvaise série pour Adeyemi alors qu'il en sortait d'une exceptionnelle. Là, voilà, 90 minutes sur le banc, ça peut lui faire que du bien. Très, très, très impatient de voir ce qu'il va faire devant pour le match de Cologne. Mais je crois, et franchement, j'espère que ni Brandt ni Bayer ne seront dans le 11 parce que des hiérarchies se mettent en place à des postes clés. Typiquement, Schlotterbeck est indéboulonnable, Mecha est indéboulonnable, Guirassy aussi, donc ça te fait une colonne vertébrale autour de laquelle tu peux composer. Je crois que Bayer et Brandt, on peut dire aujourd'hui que voilà, on peut commencer à faire un classement des ailiers et qu'ils doivent être au fond du fond, quoi. Ouais, carrément. Bah, écoute, tu as fait un magnifique résumé de la seconde période. Mais oui, c'est clair que Bayer et Brandt, c'est beaucoup trop faible. Et on a vu les impacts de Choupo-Moting. J'ai cette action là encore en tête où il part du milieu de terrain, il est en train de transpercer toute la défense de Copenhague. C'est dommage, il lui manque juste la finition à la fin. Mais ça, et même, t'en as pas trop parlé, mais l'entrée aussi de Fabio Silva, elle était vraiment intéressante. Il a toujours tout donné sur le terrain. On le voyait, il était à droite, à gauche, il avait faim. Et son but, on le voit aussi, c'est un finisseur, c'est un buteur. Le ballon, il part un peu en l'air et il le récupère. Il frappe parce qu'il est quand même un peu excentré. Bon, le gardien n'est pas non plus de tout reproche. Mais, une touche de balle. Ah ouais. Le match du gardien adverse, c'est inquiétant. C'est à ce moment-là où tu voyais que le gardien adverse, les frappes de loin, tu pouvais en faire. Hein, ça pouvait rentrer une fois sur deux, une fois sur trois. Parce qu'il y a une frappe aussi dans la seconde période de Bellingham qui, bon, il fait un bel arrêt, le gardien, mais il est pas serein, quoi. C'est vrai que c'est assez inquiétant pour eux d'avoir un gardien de cette ampleur. Donc, mais tu vois, Guirassy aussi, il m'a régalé sur peut-être sa seule frappe du match, qui fait en demi-volée, pied gauche, dans une position vraiment difficile. Alors ça passe à côté, je crois que c'est même pas cadré. Mais franchement, ça m'a fait plaisir de voir Guirassy tenter un geste, on va dire compliqué, prendre sa chance dans une position qui est pas idéale pour marquer un but. Alors certes, il le marque pas, mais c'est hyper encourageant de voir que peut-être qu'il m'a écouté. Monsieur Guirassy, si vous écoutez l'émission, voilà, on sait que vous écoutez l'émission. Franchement, merci de pas avoir pris personnellement mes propos de la dernière, parce que il y avait rien de personnel, c'était que du factuel. Et franchement, cette frappe-là qui fait, ça passe à côté, mais l'avoir tenté, c'est un truc qu'on l'a rarement vu faire, quoi. Tenter des choses qui sont pas offertes sur un plateau d'argent, il l'a fait. Donc encore une fois, voilà, moi j'ai adoré le match de Guirassy. Et juste pour revenir sur Silva, moi je me suis pas trop exprimé jusque-là sur Silva parce que l'échantillon était trop petit, je trouve. Là, sur la demi-heure qu'il fait, j'adore l'intensité, j'adore le côté harceleur qu'il peut avoir quand t'as pas le ballon, quand tu joues contre le sens du vent. C'est hyper intéressant. C'est peut-être lui qui le fait le mieux. Adeyemi le fait bien aussi, hein. C'est vrai qu'Adeyemi le fait bien, mais j'aime beaucoup cette idée de, voilà, sur cette ligne de 3 de devant, et ben en fait tu as les 3 premiers défenseurs de l'équipe et du coup tu perturbes sans cesse la relance adverse. Quand Silva rentre à la place de Bayer, c'est flagrant. J'adore l'intensité qu'il met dans tout ce qu'il fait depuis qu'il rentre, même sur 5 minutes, 8 minutes, quand on le voyait jouer sur des fractions de match. Là, sur une demi-heure, l'échantillon est un petit peu plus conséquent. Tu peux te dire que, alors que, et peut-être nous les premiers, on était à dire que qu'est-ce que c'est que ce transfert qui sort de nulle part. Peut-être qu'il sort pas tant de nulle part que ça, parce que c'est un profil qui aujourd'hui se font complètement dans un collectif à des postes où tu vois que franchement la différence avec Brandt, elle est vraiment cruelle, quoi. Parce que Brandt il sort, il voit que Silva rentre et il fait tout ce que Brandt ne fait pas. Franchement, alors après Brandt c'est un joueur d'expérience, il peut-être que voilà à la fin il se dit
il pense au groupe, il dit voilà, il est rentré, il a été décisif, il a fait la différence. Moi, j'ai pas été bon, on repart de Copenhague avec les 3 points. Je pense que Brandt a assez d'expérience et de maturité pour avoir ce recul-là. Mais par exemple, si tu fais la même chose, Chukwuemeka versus Bayer qui a moins d'expérience et sans doute moins de maturité que Brandt, peut-être que Bayer, lui, dans un coin de sa tête, il est inquiet. Il se dit, putain, moi, à chaque fois que je sors et que je suis remplacé par un gars, le gars fait mieux que moi. Peut-être que mentalement, même pour un sportif de haut niveau, c'est pas si facile à gérer que ça quand t'as pas trop connu ça dans ta carrière. Et peut-être que petit à petit, t'es en train de moralement lui mettre le doute, quoi. Il faut avoir une certaine force de caractère pour se dire, eh ben dans ce cas-là, je vais redoubler d'efforts et je vais être beaucoup plus fort et montrer qu'on peut compter sur moi, parce que jusque-là, c'est pas le cas, quoi. Ouais, bah, de toute façon, j'espère en tout cas que pour Bayer, ça peut lui faire un déclic de quelques matchs sur le banc. Et de toute façon, Kovac l'a dit qu'il y avait de la concurrence, que les joueurs qui s'entraînaient le mieux à l'entraînement auraient du temps de jeu. Donc bon, on verra sur la suite. Pour clôturer un peu sur le match contre Copenhague, on avait un ancien joueur de Dortmund à la pointe de l'attaque de Copenhague avec Moukoko. Bon, dommage, on n'a pas vu Delaney comme il était blessé. Vincent, toi, du coup, Moukoko, qu'est-ce que tu en as pensé de sa prestation globale? Il a fait une super bonne prestation. Bon, après, d'après ce que j'ai un petit peu vu et ce que j'ai un petit peu lu également, il n'est pas du tout dans la poche des supporters du FC Copenhague. Il me semble qu'en X rencontres, il a marqué 4 buts. Je ne sais pas si quelqu'un peut me confirmer ça. Mais d'après ce que j'ai vu, il n'est pas du tout dans la poche des supporters. Par contre, hier, effectivement, le match qu'il fait, il est très, très bon, intéressant. Mais je pense que c'est plus parce qu'il a rencontré son ancienne équipe. Hein. Voilà, je pense que c'est lié à ça, sa bonne prestation de hier. Ouais, de toute façon, il le dit un peu en interview que quand il a vu les supporters en jaune, ça lui a fait quelque chose, mais qu'il se concentrait sur le match. Mais oui, ça va, une prestation bonne de sa part. Après, il a essayé de faire ce qu'il pouvait avec ses armes et aussi avec l'équipe. Kylian, toi, du coup, Moukoko? Moukoko, étonné, parce que pour moi, quand tu mets Moukoko dans la zone de Schlotterbeck, franchement, tu lui rends pas service. Au final, alors je sais pas si c'est le meilleur joueur de Copenhague, parce que honnêtement, j'ai pas tant décrypté que ça. J'ai bien aimé leur latéral droit aussi, Suzuki, je l'ai beaucoup aimé. Franchement, dans son duel avec Svensson, je trouve que Suzuki a gagné la plupart de ses duels. Mais Moukoko, c'est le joueur qui tire le plus. Hein. Il a 3 tirs dans le match. Il y a personne qui tire plus que lui, même côté Dortmund. Il y en a 2 qui sont cadrés. C'est le joueur qui subit le plus de fautes aussi. Passe réussie dans le dernier tiers, il a 100% de réussite là-dedans. C'est le joueur sur le terrain qui a joué le plus de duels. 17 duels joués. Il en gagne quand même 9 face à Schlotterbeck. Franchement, assez bluffé, assez impressionné. Et quand tu vois par exemple que, alors peut-être que Moukoko a marqué seulement 4 buts depuis le début de la saison pour Copenhague, j'avoue que j'ai pas regardé ça. Mais tu vois, Bayer, sur les 3 derniers mois, il marque 2 buts, hein, et il n'y a pas de passe décisive. Hein. C'est vrai, c'est pauvre. Hein. Bah ouais, gars, un attaquant de Dortmund dans un jeu hyper offensif où on marque 150 buts par match, et lui, son dernier but, il y a un but contre Heidenheim, je crois, et avant Heidenheim, faut remonter contre le Real Madrid en Coupe du Monde des clubs, et c'est tout. Il n'y a pas de passe décisive, rien du tout. Bon, ça, j'avoue, c'était pour enterrer Bayer un peu plus. Mais dans la cible de la soirée, ouais. mais dans la comparaison avec Moukoko, honnêtement, Moukoko, alors le championnat danois, il est très particulier, même dans son organisation. Luc l'a très bien décrit. C'était très intéressant. Mais dans le collectif, sachant la pénurie qu'ils ont en termes de personnel, je suis pas sûr que genre un Cornelius qui revienne à son âge, dans son état physique et tout, il prenne la place de Moukoko. Donc très content de voir que peut-être enfin dans une équipe il va avoir du temps de jeu, peut-être enfin il va révéler son potentiel, parce que je pense que c'est un garçon qui est ambitieux, et je trouve qu'en rejoignant Copenhague c'est particulièrement intelligent, et on lui souhaite que ça marche, quoi.
Bah oui, carrément, c'est tout ce qu'on lui souhaite et qu'au moins il arrive à relancer peut-être sa carrière pour la suite. Après, je pense qu'il a la chance aussi, c'est qu'ils ont de nombreux blessés, comme l'avait dit Luc. Donc il doit sûrement un peu profiter du temps de jeu par rapport à ça. Mais on suivra un peu donc ses performances durant la saison. Pour clôturer ce match contre Copenhague, on enchaîne un troisième match de Champions League et on marque 4 buts encore une fois. Donc ça fait 4-8, ça fait 12 buts en 3 rencontres. Donc c'est bien pour la différence de but, même si contre la Juve, ça fait 0. Mais voilà, donc on va pas parler de classement et tout, parce que bon, on le sait tous, à 21h, il y a encore des matchs, donc tout peut encore changer. Mais on verra lors de la prochaine rencontre. Donc si je dis pas de bêtises, c'est dans 15 jours contre Manchester City. Ouais, Donc, tout à fait. Un peu plus compliqué. Là. Un peu plus compliqué. Bon, on en aura l'occasion lors d'une prochaine émission d'en parler derrière. Donc voilà, je pense qu'on a fait un peu le tour de la rencontre dans tout. Est-ce que Kylian, tu as d'autres stats à nous sortir ou c'est bon? Stats, non, mais on peut souligner le retour d'Anselmino quand même. Ouais, bon, c'est 5 minutes, Ouais. donc c'est vrai qu'on n'a pas vu grand-chose, mais oui, c'est vrai. Donc, Il est apte à jouer. Voilà, retour 5 minutes. Alors bon, il est un peu tendre sur le duel qu'il prend contre, vous me pardonnerez, hein, je sais pas le nom du gars, Dadason. Voilà, Islandais Dadason, il est né en 2008, mon Dieu, que le temps passe. C'est clair. Mais Dadason, ah ben si, tiens, une stat, allez, quand même, pour finir. Victor Dadason, de ce que j'ai vu, c'est son premier but en professionnel. Voilà, Champions League contre Dortmund, c'est pas mal quand même. C'est pas mal, ouais. C'est clair. Donc, ouais. Kobel un peu fautif aussi sur peut-être son placement et la main pas assez dure parce que bon ouais, c'est global parce que même Svensson sur le centre initial, il est voilà, tu sens que c'est la fin du match, que le mec il a tout donné pendant 90 minutes, il va pas du tout serrer le marquage du centre, le mec il centre dans un fauteuil, Anselmino un peu tendre sur le duel, Kobel un peu léger sur les appuis peut-être. Tu sens que voilà, il y avait 4-1, c'était la 90e je crois. Voilà, tu t'es un petit peu relâché quoi. Ouais, c'est clair. Ça, bon, c'est dommage d'encaisser en tout cas ce but dans les dernières instances, que on sait que la différence de but des fois fait certaines choses, surtout dans cette manière de comment est la Ligue des Champions maintenant. On va parler brièvement, une petite dizaine de minutes, comme ça après on partira tous devant nos télés pour regarder les matchs de Ligue des Champions et puis aussi. Alors, juste sur le classement, pardon, c'est vrai que regarder le classement là maintenant ça n'a pas de sens. Par contre, on est sûr de rester dans le top 8 quoi qu'il arrive, peu importe les résultats de ce soir. On sera encore au moins, à moins vraiment que Tottenham mette une giga branlée à Monaco, on sera toujours au moins 7e. 7e, ok. Bah écoute, c'est une bonne stat à savoir. Bon, petit match qui nous attend ce week-end et Vincent, tu seras sur place pour le voir. Prochain adversaire, du coup, le Köln, 6e au classement, qui fait quand même un bon début de saison, pas si mauvais que ça. Donc on est sur 3 victoires, 2 nuls, 2 défaites. Je vous donne quelques stats et après, comme ça, je vous donnerai la parole. Dernier match à domicile en 2023. On gagne 1-0. Tiens, petite question. Est-ce que vous vous souvenez qui était le dernier buteur dans ce match? On n'a pas Moukoko. Non. Modeste. On gagne Ah oui. 2023. Je sais pas. Franchement, modeste au hasard pour l'histoire, quoi. Non, c'était Malen à la 88e. Le bon Malen. Voilà. Donc ça. Donc au niveau des 5 derniers matchs à domicile à Dortmund, je parle toujours, on est sur 4 victoires et 1 défaite face à Köln. Donc gros avantage pour côté Dortmund, même si voilà, chaque saison est différente. Vincent, du coup, cette rencontre, comment tu la sens et puis qu'est-ce que tu attends un peu de ce genre de match? Déjà au niveau de l'ambiance, je m'attends à quelque chose à la limite de la folie. Après il n'y a rien d'extraordinaire. Hein. Moi, je m'attends à ce qu'on gagne ce match déjà. Ça c'est sûr. Maintenant, voir un petit peu ce qui va se passer dans la tête des joueurs au niveau de la fatigue. Mais on doit gagner ce match. Hein.
6e ou pas 6e face au FC Cologne, même si j'ai énormément de respect pour eux, le match doit flancher en notre faveur. Ouais, carrément. Surtout que voilà, Dortmund est 4e. On a déjà pris des points de retard avec le match nul contre Leipzig et on n'a pas le choix. Et on n'a pas le choix. Je veux dire, maintenant, faut repartir de l'avant, et Köln est quand même une équipe largement abordable normalement à notre équipe, surtout quand on joue à domicile. Kylian, toi, du coup, cette rencontre? Eh bien, Cologne, ça alterne un peu le bon et le moins bon. Alors, ça reste un promu, donc forcément, quand il y a du bon et que tu es promu, tu as tendance à ne voir que le bon. Mais c'est vrai que ça a commencé quand même très fort. Tu gagnes contre Mayence, à Mayence. Tu mets une branlée à Fribourg dans la foulée. Tu t'es qualifié en Coupe d'Allemagne contre Regensburg. Ils ont passé le premier tour. Derrière, ça va un peu moins bien parce qu'il y a un nul contre Wolfsburg. Et on sait que Wolfsburg, c'est pas terrible. La mayonnaise a un peu du mal à prendre de ce côté-là. Tu perds contre Leipzig. Rien de désodorable de perdre contre ce Leipzig-là. Tu perds contre Stuttgart, pareil. Stuttgart, je crois que c'est 3e en Bundesliga là actuellement. Tu vas gagner à Hoffenheim. Et là, bon, tu fais un petit nul contre Augsbourg. Effectivement, équipe abordable a priori. Alors récemment, ça jouait en 3-4-3. Je sais pas si c'est un truc stable, mais en tout cas contre Augsbourg, c'était en 3-4-3. J'ai regardé un peu l'effectif de Cologne, qui est un club que j'ai un petit peu perdu de vue, je dois avouer, depuis leur descente. Il n'y a plus beaucoup de noms qui me sont familiers. Je vois qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont prêtés, donc je sais pas, peut-être que ça veut aussi signifier une situation économique délicate. Mais ça sera l'occasion de voir le bon Saïd El Mala. Qui est ce garçon? En parler justement. Donc, joueur à suivre, 19 ans, 2 buts et une passe D sur les 4 derniers matchs, qui fait déjà grand bruit en Allemagne avec des intérêts, dont de Dortmund, dont du Bayern et aussi des clubs de Première Ligue. Donc, joueur dangereux dans leur effectif et joueur à suivre et qu'il ne faudra pas lâcher. Ouais, joueur dangereux, joueur à suivre, qui est suivi effectivement par toute l'Europe parce que même Paris semble montrer son intérêt, estimé aujourd'hui à 18 millions d'euros. Il n'est pas toujours titulaire. Est-ce qu'il sera titulaire contre nous? Franchement, j'espère. Si je dois être honnête, j'espère qu'il sera titulaire contre nous parce que les stats sont pas non plus phénoménales, quoi. Il est à 3 buts et une passe décisive, depuis le début de la saison. Je suis curieux. C'est un joueur que je connais pas du tout, voilà, tout jeune. Je crois que son frère joue aussi à Cologne, je crois. Je suis curieux, moi, de voir ce que donne ce Cologne-là, ce qu'est devenu ce club, parce que c'est un club pour lequel on a tous de la sympathie. Mais c'est vrai que, voilà, Vincent a raison. Ça doit être 3 points. C'est nécessaire que ce soit 3 points. Est-ce que c'est nécessaire que tu remettes encore une équipe type? En tout cas, ce qui est nécessaire de la part de Kovac, c'est de montrer que dans son approche de son effectif, il tire des conclusions. Typiquement, si Chukwuemeka est apte à commencer, il faut que tu le mettes. Pareil pour Silva. Peut-être que tu laisses aussi Bellingham qui a besoin de confiance, qui en demande. Tous ces joueurs en fait qui poussent pour du temps de jeu et qui ont dans leur vis-à-vis principal des joueurs qui sont un peu en panne de forme. Peut-être que c'est encore un match pour Kovac pour montrer que oui, il y a des cadres, mais dans la plupart des postes, les gars, il va falloir montrer que vous êtes bons et je fais jouer que les meilleurs, quoi. Oui, carrément. Et surtout, oui, je suis d'accord. On sait qu'est-ce qui nous arrive derrière, qu'on a un match de Pokal du mardi qui se joue à Francfort. Donc, et Francfort, c'est tellement particulier comme club. J'ai du mal à cerner ce club, honnêtement. C'est très très bon et à la fois c'est vraiment pas très fort. Ils prennent beaucoup de buts, mais ils sont capables d'en marquer beaucoup. C'est un club qui se cherche beaucoup. Il peut vraiment tout se passer dans ce Dortmund-Francfort parce que curieusement, ce genre de choses, on pouvait le dire sur Dortmund un peu sur ces dernières années. Là, cette année, vraiment, l'épouvantail, c'est Francfort parce que tu peux perdre 5-0 là-bas, tu peux gagner 5-0 là-bas. Donc, ouais. Prépare ton équipe type pour eux. Et contre Cologne, si Kovac tente encore quelque chose de particulier, je sais pas, par exemple relancer Anselmino, j'en sais rien.
très curieux de voir comment il va approcher ce match. Oui, mais j'ai envie de vous poser une question quand même. L'attaque, vous la voyez comment samedi en tant que titulaire? J'espère que ce sera Chukwuemeka, Guirassy, Silva, parce que j'espère que Kovac tentera ça sur un échantillon d'au moins 1 heure, parce que de ce qu'on a vu de ce trio-là, c'était très prometteur. Et je pense que c'est un bon match pour essayer ça. Après, c'est vrai qu'il y a le cas Adeyemi. Est-ce que Adeyemi, tu le punis vraiment à ce point-là de pas avoir été bon jusqu'à briser, entre guillemets, un peu sa confiance et bouleverser la hiérarchie autant que ça? Mais j'espère au moins voir Bayer et Brandt sur le banc. Après, dans les 3 autres, j'avoue que je sais pas trop. Entre Adeyemi, Chukwuemeka, Silva, ça dépend de l'état physique. Et puis, je pense que Kovac connaît l'état physique de ses joueurs beaucoup mieux que nous. Mais ce qui est certain, c'est que... Ouais, mais c'est bien. Mais c'est bien, tant mieux. C'est parfait. Quel luxe de dire que c'est un casse-tête de savoir quel joueur est le meilleur. Vaut mieux ça que de dire lequel est le moins pire, quoi. Tu vois? Clair. C'est clair. Mais après, moi, je rejoins un peu Kylian, puisque j'aurais dit aussi Chukwuemeka, Guirassy et Silva devant. Je ne sais pas s'il alignera en même temps Guirassy, Silva sur un match complet. Mais après, ouais, Kovac a le luxe. Je veux dire, l'année dernière, on jouait avec des U19 quasiment à cette période. Donc, qui profite et qui fasse jouer les joueurs les meilleurs à l'entraînement et qui veulent tout donner. Voilà. Faut pas oublier qu'il enchaîne quand même les matchs tous les 3 jours. Et si on peut éviter des blessures, c'est surtout la chose la plus primordiale. Après, attention à Adeyemi, parce que Adeyemi, si tu le mets à ce point-là sur le côté, on sait que c'est un joueur qui marche énormément à la confiance. Est-ce que tu perds pas un petit peu l'investissement de ce garçon-là? Je mets un petit peu d'interrogation quand même sur Adeyemi pour le match de samedi. Ouais, et surtout qu'on est en train aussi de parler d'une prolongation de contrat pour lui. Donc aussi, si tu commences à le mettre sur le banc, ça peut le faire réfléchir et de dire je ne sais pas si je vais prolonger. Bon, ça sera un sujet à débattre prochainement. Kylian, du coup, je te laisse peut-être finir l'émission. Tu voulais parler de 2 petits joueurs avant de clôturer. Tout à fait, parce que j'ai fait des recherches sur 2 joueurs dont on ne parle plus du tout, qui sont Emre Can et Julien Duranville. J'ai fait des recherches un peu pour savoir où ils en sont, ces garçons, pourquoi le club ne communique pas sur l'état physique de ces bonhommes-là. Et je suis tombé sur des choses étonnantes. Alors, attention, tout ce que je vais dire là, c'est que de la spéculation, rien n'est prouvé, c'est que mon interprétation. Mais mon interprétation, elle est due à certaines sources que je ne sais pas encore quantifier et qualifier en termes de qualité. Mais les questions se posent. Moi, je m'en pose en tout cas. Notamment, et je vais commencer par Duranville. Alors lui, sa blessure, donc c'est au niveau de l'épaule. Ça fait un long moment maintenant qu'il est blessé. C'est pas tant sur ça que je m'interroge. C'est plutôt sur l'état de son contrat à Julien Duranville, parce que quand il signe en 2023, Patrick Berger, qui est loin d'être un kidam dans le journalisme allemand, annonce un contrat de 4 ans, donc en juin 2027. Jusqu'à récemment, le site Capology, qui est un site extrêmement fiable, qui référence les contrats en détail avec les clauses, les salaires, les durées et bien plus de choses que ça. On est sur vraiment la pointe de la crédibilité, et c'est un site que je vous encourage tous à utiliser. D'ailleurs, si vous avez des recherches à faire sur les contrats d'un joueur ou d'un club, c'est très très pointu. Jusqu'à récemment, Duranville, son contrat expirait en 30 juin 2027. Et en fait, il y a quelque temps, le site Capology a mis à jour le contrat de Duranville et annonce qu'il prend fin le 30 juin 2026. Je me pose beaucoup de questions sur ça, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, dans les contrats de joueurs, tu peux vraiment mettre ce que tu veux. Tu peux mettre des options pour te prolonger. Est-ce que tu peux mettre des options pour raccourcir les contrats? J'ai jamais vu ça.
Mais le site Capology est un site qui a toute ma confiance. Et d'autant que, alors le club n'en a jamais parlé de ça, pas du tout, Non. mais Transfermarkt, qui est aussi un site très fiable sur beaucoup de choses, notamment les contrats, il était référencé comme ayant un contrat expirant en 2027 jusqu'à récemment. Aujourd'hui, si tu cherches la fiche de Duranville et que tu recherches la fin de son contrat, c'est une information qui a été supprimée du site Transfermarkt. Ok. Je me pose des questions. Est-ce qu'il est possible que dans le contrat de Duranville, il y ait eu une clause d'amputation d'une année en fonction de, je sais pas, du nombre de minutes qu'il peut jouer, du nombre de matchs qu'il peut jouer ou ce genre de choses. Je sais pas du tout ce qu'il est possible de faire à ce niveau-là. Mais en tout cas, il apparaît que Duranville serait en fin de contrat cet été. On en a déjà parlé, Maxime. Tous les sites ne sont pas du tout à jour. La plupart des sites vous diront qu'il est en fin de contrat en 2027. Et ça, mais pour moi, les deux sites les plus fiables viennent tout juste là, il y a quelques semaines à peine, de mettre à jour cette information. Et ce sont des sites qui sont référencés pour ça, c'est-à-dire que ce ne sont pas des sites de journalistes qui vont faire des articles. Leur travail, c'est de vérifier chaque jour le contrat des joueurs de la planète. Donc, j'ai tendance à donner beaucoup de crédit à ce que j'ai sous les yeux et du coup, je me pose des questions. Voilà. Ok, c'est une belle, intéressant. Un beau buzz, j'ai envie de dire, par rapport à ça, parce que c'est vrai que son contrat est 2027, normalement c'est ce qui était annoncé et tout, et si là il y a des changements, par contre ça serait une perte quand même assez colossale, parce que étant donné qu'il joue pas, je le vois pas revenir très prochainement, et du coup ça voudrait dire qu'il faudrait une vente cet hiver si tu veux récolter, je crois on avait quoi, mis 7-8 millions sur lui. Il était à Anderlecht, mais ouais, si ça vraiment ça se finit au 30 juin 2026, chose que je ne pense pas qu'il prolongerait chez nous au vu de l'état actuel du joueur et de ses performances, même si quand il a joué contre nous, il a toujours été avec nous, pardon, il était bon, mais il est vraiment assujetti à blessure à longueur d'année, donc voilà. Il a 19 ans, on rappelle. Oui, il est encore très jeune. Mais bon, on a eu aussi un Sancho qui arrivait très jeune et à son âge faisait déjà beaucoup plus et des prestations. Je crois que le sujet concernant les blessures à répétition de Duranville, c'est que c'est un garçon qui n'a pas terminé sa croissance et qui est loin d'avoir terminé sa croissance, parce que je crois que les médecins anticipent que ce sera quelqu'un de très élancé, un peu à la Cody Gakpo de Liverpool, et que ses tendons, sa musculature ne suivaient pas la vitesse de sa croissance. Je crois que c'était quelque chose comme ça, et que du coup, c'était pour le moment relativement incompatible avec le football de haut niveau. Bon, ça c'est complètement autre chose. Je suis pas là pour parler des blessures de Duranville, mais vraiment, ça me perturbe de voir qu'il est possible. Alors, encore une fois, je suis pas journaliste, je travaille pas pour Capology, je sais pas sur quoi ils se sont basés pour modifier le contrat de Duranville. Le fait est que ça a été fait. Et que peut-être que, du coup, il y avait une clause d'ablation d'une année de contrat en fonction de quelque chose. Voilà. Je sais pas si c'est vrai, mais je tenais juste à le partager avec vous, en tout cas. Voilà. Ok, écoute, un beau partage. Et du coup, une petite info aussi sur Emre Can. Ouais, Emre Can. Alors, Emre Can, les gars, il a fallu aller sur le dark web. Voilà, je vous le dis parce que Emre Can, c'est compliqué de trouver des informations sur Emre Can. Pourquoi il est pas là? Alors, c'est fait depuis début juin que ce garçon est blessé pour les adducteurs. Il y a eu des rumeurs qui ont été lancées et qui m'étaient passées sous le nez, effectivement, il y a quelques temps, non, très récemment, il y a quelques temps, non, c'est très récent, que en fait, le problème venait d'une inflammation de l'os pubien et que ça nécessitait une opération et qu'il ne serait pas de retour avant 2026. Ça a depuis été démenti par le club et par le joueur. Alors, il faut savoir que les sites qui parlent de ça, comment dire, moi j'ai trouvé aucune déclaration ni du club ni du joueur concernant ça, mais c'était dans le même article, voilà, on suspectait ça a été démenti. Gros point d'interrogation parce que le club ne communique rien en fait à ce sujet-là.
Et je suis allé, alors voilà, c'est très très hipster, hein, je le dis d'avance, mais je suis allé sur un site tout à fait par hasard, un site de recueil sportif azéri, parce que je me demandais ce qui se passait du côté de Karabag. Qu'est-ce qui justifie que Karabag soit aussi bon en ce moment? C'est un club qui joue le top 8 européen dans la Ligue des Champions, il joue Bilbao ce soir. Bon bref, on s'en fout. Mais du coup, j'étais sur un site azéri pour avoir des informations sur Karabag, peut-être prendre 2-3 noms de joueurs. Et figurez-vous que j'ai trouvé un article qui lit, il a 2 jours l'article, 3 jours, qui lie Emre Can à Karabag pour un transfert potentiel cet hiver. Je connais pas la véracité de ce site parce que j'apprendrai à personne que voilà, le football et les médias d'Azerbaïdjan, je les maîtrise pas sur les bouts des doigts, mais il existe une rumeur. Alors, je dis ça et je le dis d'ailleurs en avance parce que je sais que Maxime, toi, tu mets un point d'honneur à ne relayer que ce qui est pertinent et que ce qui est concret. Je ne sais pas à quel point c'est pertinent et concret, mais ça existe en tout cas. Je vais vous lire que les passages les plus intéressants, mais a priori, le Borussia Dortmund s'intéresse au gardien de Karabag, qui s'appelle Mateusz Kochalski. Je le connais pas, voilà, je vais pas mentir, je le connais pas, mais effectivement, c'est le gardien titulaire. L'entraîneur Niko Kovac a fait part à la direction de son désir d'acquérir le gardien polonais. Et ce, dès cet hiver. C'est ce que relaye en tout cas ce média-là. Blablabla, là on parle un peu du gardien, on s'en fout, en fait j'ai pas trop envie de parler du gardien, il a 25 ans, c'est tout ce qui est intéressant, mais ce qui est intéressant, c'est selon leurs sources, qu'ils ne citent pas, l'entraîneur de Dortmund est prêt à abandonner les services d'Emre Can pour que ce transfert se fasse dès cet hiver. Je sais pas si c'est vrai, je sais pas si on va aller chercher cet hiver le gardien polonais de Karabag. C'est pas ça qui m'intéresse tant que ça. C'est surtout que généralement quand des rumeurs commencent un petit peu à surgir sur un joueur qu'on ne voit plus jouer, sur lequel le club ne communique plus du tout, c'est plus du tout un visage dans le club, il est en contrat dans un peu plus de 6 mois. Je souligne que ça sent sans doute la fin. Parce que les questions des prolongations de contrat, des fins de contrat 2026 vont se poser très vite. Pour Emre Can, en tout cas, Karabag ou pas, ça sent pas bon, quoi. Oui, de toute façon, c'est vrai que... Alors, pour revenir à la rumeur là, du gardien, et après, comme ça, on clôturera, je crois que j'ai vu un moment un post où le gardien a réagi par rapport à ça, où il parle en interview, où il dit qu'il n'est pas au courant de quoi que ce soit et que cette rumeur serait pas fondée. Après, c'est vrai que j'ai du mal aussi à comprendre cette rumeur de gardien, sachant qu'on a Kobel, qu'on a encore Meyer et qu'on a aussi un Ramage qui est prêté à Heidenheim. Qu'est-ce qu'on irait faire encore avec un gardien supplémentaire? Mais pour revenir un peu sur l'essentiel, sur Emre Can, c'est vrai que c'est vraiment bizarre. On n'entend vraiment rien de lui, on ne voit pas de photos sur les réseaux sociaux. Il est quasiment aussi inexistant sur Instagram, sur son compte, à part mettre 2-3 trucs, mais qui n'ont rien à voir avec le foot. Ouais. Ça reste vraiment un très très gros point d'interrogation, cette blessure et la suite de sa carrière dans le football. Parce que je sais pas, il a quel âge? 33, 32, 33 32, je crois. 32, ouais. Donc ouais, il a encore au moins 2-3 ans normalement derrière les pattes, et qui pourrait encore un peu lui faire. Mais écoute, on verra un peu ce qui en ressortira. Après, c'est des infos intéressantes quand même. Hein. Ouais, alors, c'est vrai que c'est des infos intéressantes, mais à prendre avec quand même des pincettes, parce que même ce site-là, dont je peux pas estimer la fiabilité, ne cite pas le journaliste, il ne cite pas le nom du journaliste. Alors après, peut-être qu'en Azerbaïdjan, les informations sont peut-être un peu différentes de chez nous, mais tu vois, la rumeur, quand même, elle a un certain impact à tel point qu'aujourd'hui, si vous cherchez des rumeurs de départ sur Emre Can sur le site Transfermarkt, qui, moi, à toute ma confiance, elle est référencée, cette rumeur. Aujourd'hui, tu vas sur Transfermarkt, Emre Can, rumeur de départ, elle y est référencée. Emre Can en partance pour Karabag. Alors après, le site Transfermarkt est suffisamment bien fait pour qu'à côté de la rumeur, il y ait un onglet avec marqué, je crois que c'est pertinence de la rumeur, ou en tout cas probabilité que ça arrive, un truc comme ça. Et il y a exactement, c'est un pourcentage. Et Transfermarkt référence un point d'interrogation.
C'est pour ça que je préfère prendre ça avec un peu de recul. Mais je tenais quand même à souligner, pour un gars qui a été confirmé capitaine par Niko Kovac, je trouve ça très étrange. Qu'il soit autant absent, qu'on sache toujours pas quand est-ce qu'il veut revenir, et que sa date de retour soit systématiquement déplacée. Aujourd'hui, il est lié du coup à un club qui est, j'imagine, tout le temps champion dans son pays, qui joue la Ligue des Champions ou la Ligue Europa tous les ans. Karabakh, c'est plus vraiment un club inconnu en Europe, hein, pas du tout. Pour un défi de 2-3 ans, est-ce que ça pourrait tenter Chan? Franchement, j'ai trouvé ça suffisamment intéressant pour vous le partager ce soir. Ouais, bah, carrément. Bah, écoute, ça, c'est toujours sympa d'avoir des petits rumeurs, surtout en hors période mercato. Donc, bah, les gars, on va s'arrêter sur ça. Au final, j'avais dit, on va faire une petite émission de 40-45 minutes. Bon, on est déjà sur 1h10. mais voilà. Bah, écoutez, merci à vous deux pour la présence, pour ce débriefing contre Copenhague. Vous inquiétez pas, Franck va revenir. Il sera juste. Il a fait de toute façon un petit coucou au début, mais il sera de retour des dimanches pour Köln. Donc on aura deux Galicia Jungs du fan club français avec Vincent et Franck sur place. Et profitez bien du match déjà les gars. Nous on se retrouvera du coup vendredi pour la présentation de Köln. Donc j'aurai Adrien. Donc Adrien n'est pas méconnu, c'est celui qui gère le compte de FC Köln France et qui s'occupe aussi de Unser Fußball qui est sur X. Donc il viendra répondre à mes questions, présenter le FC Köln. Donc ça sera aussi intéressant et vous verrez, il y a aussi une petite surprise prévue pour ce genre, cette petite émission. Donc n'hésitez pas à venir vendredi 20h. Comme ça, tout sera calé. Messieurs, une bonne soirée. Profitez bien encore de la semaine. Bon taf pour ceux qui y sont. Et puis nous, on se revoit vendredi, puis tous ensemble dimanche. Je vous remercie. Pour ceux qui étaient présents aussi, il y avait Joël qui a fait un petit coucou, il y avait Daouda, il y avait Mathéo de Le Football qui était venu, Erwan. Donc voilà, merci à tous pour les commentaires, de nous avoir écoutés alors qu'on est en pleine période de Ligue des Champions. Oui, allumez la télé. Voilà, allumez la télé. Bonne soirée à tous et tchuss, et puis à vendredi ou à dimanche. Tchuss.